Abonnez-vous et cliquez aussi sur la petite cloche de notification pour ne rien rater de nos prochaines vidéos. N'oubliez pas de partager aussi la vidéo et de la liker. De cette édition de midi à Béni, la police est intervenue pour sauver 10 jeunes hommes de Mahagi qui étaient sur le point d'être victimes de la justice populaire. Pris pour des rebelles, leur maison a été incendiée. Le gouverneur du Nord Kivu appelle la population au calme et à la vigilance. Face à l'épidémie d'Ebola qui sévit dans le Kasaï, la province du Olomami met en place une surveillance au point d'entrée pour prévenir toute propagation. Des équipes sont déployées pour détecter les cas de fièvre. Pour l'instant, aucun cas n'a été signalé sur le territoire. Ce midi, notre invité est Sylvain Idumbo Bin Mungazi, coordonnateur provincial du service national de promotion de l'élevage familial et intrant connexe. Il nous parlera des nouvelles pratiques enseignées aux éleveurs de Kindu, Pangui et Lubutu pour améliorer la qualité et la quantité de leur production. Bonjour à tous. Dans la ville de Béni, chef-lieu provisoire du Nord Kivu, un incident sécuritaire grave s'est produit hier mercredi lorsqu'un groupe de 10 jeunes en provenance de Mahagi en Ituri et appartenant à une société de gardiennage locale a été sauvé des justesses d'une justice populaire dans le quartier Tamende. Des jeunes, les soupçonnés d'être des rebelles de l'AFC 123 infiltrés dans la ville. Le gouverneur du Nord Kivu appelle la population au calme. Les récits des faits avec Marc Marofimbo. Ces jeunes, venus de Mahagi en Ituri, se trouvaient à Béni pour un stage professionnel. Ils étaient logés dans une maison d'habitation du quartier Tamende. N'étant pas correctement identifiés par les habitants, certains jeunes excités ont attaqué leur lieu d'hébergement et incendié l'habitation. Les forces de l'ordre sont rapidement intervenues pour protéger ces jeunes. Cet acte a été condamné par certains habitants, dont Fabrice Moulohali, qui témoigne. C'est quand même regrettable lorsque l'on sait qu'on est un État multiculturel et que chacun peut se retrouver où il veut, pourvu que ce soit dans des conditions légales. Ces jeunes-là auraient estimé que c'était des individus suspects de recourir aux services de sécurité pour que les services viennent s'imprégner de la situation. Pour sa part, Joseph Sabouni, président de la société civile de Moulekera, dénonce les manques de formation. Si les éléments sécuritaires savaient que ces gens sont là, on ne devrait pas arriver ce qu'on a enregistré aujourd'hui. Le gouverneur de province, par l'intermédiaire de son porte-parole, le lieutenant Marc Elongo, appelle la population au calme et à ne pas céder aux manipulations. Le gouverneur de la province appelle la population au calme. Ces déplacés dont le nombre n'est pas encore connu connaissent une situation humanitaire déplorable selon nos sources. Ces derniers sont dépourvus de presque tout. Nos sources ajoutent que la majorité des déplacés, dont les femmes et les enfants, vivent dans des écoles et sont exposés à toutes sortes d'intempéries depuis leur arrivée dans cette zone. Ils vivent dans des conditions inhumaines sans aucune assistance. Ils manquent de nourriture, de médicaments et d'abris provisoires. Vu leur précarité, leur point focal lance un appel aux organisations humanitaires et aux personnes de bonne volonté de leur venir en aide, notamment en vivre et non-vivre. Il faut noter que la situation sécuritaire dans plusieurs localités du territoire de Massissi est devenue instable. C'est suite aux affrontements récurrents qui opposent les rebelles de l'AFC M23 au Wazalendo. Ces combats ont entraîné plusieurs conséquences dans la zone, notamment le déplacement massif des populations civiles. Dans la province du Tanganyika, le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés HCR, sous délégation de Kalemi, a procédé au rapatriement volontaire des réfugiés burundais dans leur pays d'origine. Le processus de rapatriement a été lancé hier mercredi à l'aéroport national de Kainda à Kalemi. Ces réfugiés ont passé 10 ans en RDC. Ils avaient fui les violences dans leur pays. Le point avec Paula Munanga. Ce premier groupe de rapatriés burundais proviennent particulièrement des villages Taba-Congo et Moulicha en territoire de Kalemi. Cette première vague est constituée de 38 réfugiés burundais. Il y a aussi un autre groupe de 23 réfugiés burundais à Lubumbashi qui attend d'être rapatriés, rapporte la chef de bureau d'IHCR sous délégation de Kalemi. Quelques réfugiés burundais expriment leur satisfaction. Nous sommes très heureux de retourner dans notre pays d'origine.
Le HCR, avec d'autres départements, ont fait le nécessaire pour notre retour. Nous avons hâte de retourner chez nous pour des retrouvailles avec nos amis et d'autres personnes. Je suis comblé du fait que je rentre dans mon pays. Je suis arrivé ici à Kalemi en 2015. Je suis contente parce que le HCR s'organise pour nous retourner chez nous. Le HCR nous a assistés, il a financé l'enseignement de nos enfants, nous les remercions. Signalons que ces réfugiés burundais qui ont trouvé asile en RDC avaient fui les violences qui ont prévalu dans leur pays en 2015. Une situation qui a créé un déplacement massif des Burundais vers la RDC, souligne le HCR. Lubumbashi, Paulin Munanga, Radio Okapi. Le ministre d'État en charge de la justice promet une réponse holistique au phénomène Kuluna qui couvre dans plusieurs grandes villes de la RDC. Guillaume Ngefa a ainsi réagi hier mercredi au cours du briefing de presse avec le ministre de la Communication et Médias Patrick Mouyaya sur la télévision nationale RTNC. Il souhaite que la lutte contre ce phénomène soit articulée et coordonnée pour des solutions idoines. Les détails avec Blaise Ndongala. Le nouveau ministre de la Justice, Guillaume Ngefa, envisage de diligenter une enquête approfondie pour éradiquer le phénomène Kuluna. Pour lui, il est essentiel d'identifier les causes profondes qui poussent certains jeunes à s'adonner à des actes de vandalisme afin de proposer des solutions structurelles et efficaces. C'est pas seulement d'arrêter les Kuluna, c'est toute une réponse qui doit être articulée, coordonnée. On va faire une étude sur cette question des Kuluna en profondeur. Qui sont ces Kuluna? Pourquoi ils agissent ainsi? Qui sont derrière? Parce que vous savez aussi qu'il y a beaucoup de complicité autour de ces Kuluna parce qu'ils font partie d'une chaîne de criminalité. La réponse doit être holistique. Ce ministre d'État a également souligné la nécessité pour le secteur de la justice d'accompagner concrètement les actions du chef de l'État par la mise en place d'une justice de proximité. Il a réaffirmé son engagement à lutter contre la corruption et les autres antivaleurs qui freinent le développement du pays. Guillaume Ngefa a par ailleurs dénoncé la chaîne de pratiques corruptives qui gangrène l'appareil judiciaire des magistrats aux auxiliaires de justice, appelant ainsi à des sanctions sévères. Le nouveau patron de la justice veut en outre redonner aux citoyens l'accès à une justice équitable tout en mettant fin à l'impunité et en réhabilitant les lieux de détention. À Kinshasa, Caritas Congo Icebell organise depuis hier mercredi une table ronde stratégique sur la coordination des réponses aux crises avec ses partenaires de Caritas International. L'événement réunit des représentants de la Confédération Caritas International, des Caritas Développement diocésaine ainsi que des Caritas Sœurs autour du thème pour une gouvernance renouvelée et une coopération fraternelle efficace au sein du réseau Caritas en RDC. Cette rencontre vise notamment à repenser les mécanismes d'intervention face aux crises multiformes en RDC, renforcer les capacités locales et la réactivité du réseau Caritas. Reportage Jeff Ngoy. Monseigneur Carlos Ndaka, évêque auxiliaire de Kinshasa, explique les raisons de cette première table ronde du réseau Caritas avec des orientations stratégiques pour répondre aux crises. Si ce thème nous réunit aujourd'hui, c'est parce qu'il répond à une exigence incontournable. Dans un monde globalisé, traversé par des crises sociales, économiques, climatiques et sanitaires, les réponses les plus solides et les plus légitimes prennent racine dans les locales. En quoi consiste cette table ronde durant 3 jours de réflexion? Monsieur l'abbé Edouard Makimba, secrétaire exécutif de l'Asbel Caritas Congo. Nous allons réfléchir et échanger autour d'un thème essentiel pour l'avenir de notre réseau. La localisation, le partenariat, la coordination des réponses dans la perspective d'une gouvernance renouvelée et d'une coopération fraternelle efficace au sein de Caritas en République démocratique du Congo. Dans un contexte marqué par des crises humanitaires persistantes et une réduction des financements internationaux, Caritas Congo adoptera une déclaration finale et une feuille de route stratégique pour être plus forte et solidaire à l'issue de ce forum. L'épidémie du virus Ebola sévit dans la province du Kasaï depuis plus de 2 semaines. Au regard de l'intensité du trafic entre le Grand Kasaï et l'espace Grand Katanga, dans la province du Olomami et le passage obligé, les autorités de cette dernière province se mobilisent pour éviter toute propagation de cette épidémie dans leur entité. D'autres détails avec Dr Adélar Umbandolo, ministre provincial de la Santé dans le Olomami. Il est joint au téléphone par
Jean Gandou. Il y a plus les groupes de surveillance et de prise en charge qui sont mis en œuvre. Au point d'entrée, 2 ou 3 personnes sont commises pour assurer le suivi en rapport avec cette épidémie. Parfois, ceux-là qui viennent avant d'entrer et descendre de véhicules prennent chacun sa direction pour entrer à Kamina. Comme les voies sont connues, on essaie toujours de les rattraper pour poser des questions. En cas de fièvre, en cas de ceci, on prend la personne pour les tests. Mais jusqu'à aujourd'hui, on n'a pas encore vu un cas qui aurait présenté tous les signes en rapport avec le virus Ebola. Il faut dire que toutes les couches de la population ont été contactées pour que les mesures préventives soient mises sur pied et qu'on puisse réveiller la conscience de chacun. De manière générale, nous agissons sur les mesures préventives en se référant du temps de Covid-19. Dans la province du Maniema, plusieurs enfants dont les parents sont morts du VIH-Sida n'étudient pas, faute des kits scolaires. Le responsable du groupe scolaire Saint-Martin, l'école qui prend gratuitement en charge les frais de scolarité de ses orphelins, fait savoir que sur une 60aine d'enfants qui ont terminé l'année scolaire passée, seuls 14 se présentent à l'école cette année. Miani Bikenge Thomas plaide pour une aide humanitaire en faveur de ces enfants pour qu'ils puissent reprendre le chemin de l'école. Des précisions avec Florence Kizalunga. Le groupe scolaire Saint-Martin existe depuis 2014. Il encadre plus de 60 orphelins du VIH-Sida en prenant en charge les frais de scolarité de ces derniers depuis l'école maternelle jusqu'à l'école secondaire. Cette année scolaire, seuls 14 se présentent à l'école, s'étonne le préfet des études Alima Sikiana. D'abord, l'année passée, nous avons terminé avec 67 élèves, mais cette année scolaire, jusque-là, nous avons déjà reçu que 14. Rencontré Bora Barouani Simon, 13 ans d'âge, de la 8e année éducation des bases, déclare n'avoir jusque-là rien comme fourniture scolaire. Pendant que mes amis étudient, moi je reste à la maison. Ceux qui ont déjà décroché leur diplôme plaident pour la poursuite des études universitaires. Fora Manara a décroché son diplôme cette année 2025. Je n'ai personne pour supporter mes études universitaires. Le responsable de cette école lance un appel pour soutenir ces enfants vulnérables. Miani Bikenge Thomas. Seulement les kits scolaires qu'on peut leur donner, ça peut les aider vraiment à mieux étudier comme les autres enfants. Outre les plaidoyers de ces orphelins, l'école Saint-Martin est aussi menacée par des érosions. Kindu, Florence Kizalunga, Radio Kapi. À Matadi, dans le Congo central, le mauvais état du tronçon reliant le rond-point Mikondo aux avenues Kinshasa et Landu dans la commune de Mvuzi donne du fil à retordre aux conducteurs de moto. D'après ces derniers, ils connaissent des accidents tous les jours et ce sont des passagers, majoritairement des élèves, qui s'en sortent avec des blessures et des fractures notamment. Ils lancent un cri de détresse au maire de la ville, Dominique Nkodiambete, et au gouvernement provincial pour la réhabilitation de cette route. Le point avec Nana Purish-Mambou. Les tronçons reliant les ronds-points Mikondo aux avenues Kinshasa et Landu dans la commune de Mvuzi se trouvent dans un état de délabrement avancé. Et pourtant, il est très important pour les habitants de ces coins car il passe par l'église catholique Saint-Gérard, la mission kimbanguiste, pour aboutir à la place dite Momo. Cette route est parsemée de nids de poules. Ces conducteurs de motos appellent les autorités à penser à sa réhabilitation. En tout cas, nous avons des difficultés par rapport à cette route. Il y a des accidents qui se font ici, mais jusqu'à présent, il n'y a aucune personne là du gouvernement congolais est venue pour voir cette route. Voilà pourquoi nous avons des difficultés. Et nous demandons au maire de la ville de nous venir en aide pour éviter le cas des accidents. Signalons qu'en début 2024, la mairie de Matadi avait fait jeter des concassés et du sable sur cette voie dans l'optique de la bétonner, mais jusqu'à présent, les travaux ne débutent toujours pas, au grand désarroi de la population. Matadi, Nana Purish-Mambou, Radio Okapi. Actualité internationale.
Au Ghana, les autorités sont visées par une plainte pour détention illégale des migrants. Après une plainte initiale déposée aux États-Unis, un cabinet d'avocats ghanéens a également attaqué en justice les expulsions des migrants au Ghana par les États-Unis. Dans le document de plainte, 3 autorités ghanéennes sont notamment accusées d'avoir violé les droits humains fondamentaux de 11 ressortissants ouest-africains en les détenant illégalement. L'invité. Nous recevons ce midi l'ingénieur Sylvain Idumbo Bin Mungazi, coordonnateur provincial du service national de promotion de l'élevage familial et intrant connexe. Dans son entretien avec Florence Kizalunga, il nous parle des pratiques améliorées de l'élevage des poules et des porcs apprises aux organisations paysannes d'éleveurs de Kindu, Pangui et Lubutu. Suivez. Ingénieur Sylvain Idumbo Bin Mungazi, bonjour. Oui, bonjour madame la journaliste. Quel a été l'objectif, les soucis pour votre service informant ces éleveurs sur l'élevage des porcs et des poules? Notre souci majeur est de renforcer les capacités techniques des éleveurs de la province du Maniema afin qu'ils puissent améliorer leur mode d'élevage pour contribuer à l'amélioration de leur production afin de pallier à certaines difficultés de leur ménage. Après cette session de formation, on peut savoir quel est ce mode d'élevage amélioré. Premièrement, nous voulons lutter contre l'élevage en divagation compte tenu des différentes difficultés qu'ils rencontrent. C'est pourquoi cette session de formation a été organisée pour les amener à élever en stabilation. Personne n'ignore l'importance de l'élevage en stabilation qui contribue favorablement à l'épanouissement des différentes fermes des éleveurs. Ça contribue aussi à l'amélioration et à l'augmentation rapide des têtes des animaux dans les grands cheptels. L'élevage en stabilisation demande beaucoup de moyens, donc vous êtes obligé de garder les animaux dans une maison par exemple, et il faut les nourrir, il faut bien les soigner. Comment est-ce que vous allez accompagner ces gens? C'est ça notre lutte. Avant d'abord de les accompagner, on a voulu leur montrer l'importance de ce type d'élevage parce que, comme vous le savez, le CNAPFIC, c'est un service technique du ministère des Pêches et Élevage qui a comme devoir d'encadrer les éleveurs. Alors, à ce qui concerne les cas présents à notre possession, nous allons accompagner les structures cibles en leur dotant les poules, les porcs de races améliorées. Et nous allons aussi les accompagner à leur dotant l'alimentation qui va les servir à nourrir les bêtes durant 3 mois parce que on ne saura pas continuer toujours à donner à manger. Ils doivent apprendre aussi comment chercher à élever dans ces systèmes que nous venons de citer ici. Et nous mettrons aussi à leur disposition les techniciens vétérinaires et zootechniciens pour les accompagner dans des appuis conseils et traitement des animaux à tout moment où ils auront besoin d'eux. Les zootechniciens demandent de l'argent. Qui va prendre en charge ces zootechniciens? L'encadrement des éleveurs, c'est une mission spécifique du CNAPFIC et nous avons un petit souci au niveau de la province du Maniema par rapport au cas que vous venez d'évoquer parce que 99% des agents des CNAPFIC Maniema sont des nouvelles unités. Ils ne sont pas pris en charge par le gouvernement central, pas même au gouvernement provincial. C'est pourquoi les partenaires a songé quand même à disponibiliser les moyens de transport qui leur facilitera à descendre sur le terrain pour effectuer les missions confiées à leur responsabilité. Votre service vit toujours avec ces éleveurs. Quelle est la conséquence de l'élevage en divagation? L'élevage en divagation a plusieurs conséquences, madame la journaliste. Il y a la facilité de vol. Les animaux mangent n'importe quoi. Les animaux créent des accidents parce qu'ils ne sont pas contrôlés. C'est pourquoi nous, avec notre partenaire Padré, nous sommes en train de lutter contre ce type d'élevage. Si les participants arrivaient à mettre en pratique toutes les notions apprises ici, qu'est-ce que ça peut donner comme résultat dans la province du Maniema et la ville de Kindu en particulier, messieurs? Si du moins les participants parviennent à mettre en application tout ce qu'ils viennent de voir dans la salle durant 5 jours, en tout cas, ça sera très capital dans leurs activités d'élevage. Premièrement, ils verront leur cheptel augmenter très rapidement. Deuxièmement, ça va contribuer aussi à l'amélioration de leurs conditions de vie. Parce que personne n'ignore que dans le monde, tous les pays qui se sont fait développer
se sont développés par l'agriculture et l'élevage. Alors, si ces participants parviennent à mettre en application, ça sera très bénéfique dans leur vie quotidienne. Et ça favorisera aussi la duplication de ce type d'élevage dans d'autres provinces. Nous attendons à ce que les éleveurs de la province du Maniema puissent changer d'abord le mode d'élevage qu'ils pratiquent, tout en se séparant de l'élevage en divagation. Parce que s'ils parviennent à adopter ce type d'élevage, ça va changer leurs conditions de vie. Et ça va augmenter aussi le nombre de têtes dans leur cheptel. Ingénieur Sylvain Idumbobino Mongazi, je vous remercie. Merci beaucoup, madame. Et c'est par ici que prend fin ce journal qui a été coordonné par Élisée Chikota sous la supervision d'Alain Irung Mouchige, Billy Landry-Betou. La mise en onde, merci à vous de l'avoir suivi. Vous pouvez le réécouter sur notre site internet radiocapi.net. Abonnez-vous et cliquez aussi sur la petite cloche de notification pour ne rien rater de nos prochaines vidéos. N'oubliez pas de partager aussi la vidéo et de la liker.